la civilisation. Vous savez, il y a une chose très très intéressante dans ce livre. Bon, je l'ai dit, c'est un usage un peu singulier du mot civilisation, parce que vous et moi, nous sommes habitués à dire les civilisations, l'histoire des civilisations, la civilisation byzantine, la civilisation médiévale et tout. Bon, cet usage-là, sans être faux, pour Todorov, nous égare, parce qu'il ouvre la porte à une thèse qu'il veut réfuter absolument, c'est la thèse du choc et de la guerre des civilisations. Il le dit très très simplement. Les civilisations ne peuvent pas se faire la guerre. Les guerres se font entre interlocuteurs ou ennemis politiques, économiques. Les civilisations, elles, ou les cultures, encore une fois, qui produisent de l'universel civilisé, car toutes en produisent à divers degrés, les civilisations ne peuvent pas se faire la guerre en tant que telles. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant. C'est quelque chose qui est neuf dans son livre, une culture qui favorise la distance, la réflexion, le détachement, par définition, va favoriser la liberté. Et en favorisant la liberté, elle va approfondir l'héritage, appelons-le civilisationnel, depuis le début de la civilisation, mais ça commence bien avant les Grecs, hein, dans les toutes premières sociétés. Et ça nous amène à quelque chose qui, chez Todorov, est très beau aussi, c'est que les civilisations, la civilisation donc et les cultures, eh bien, ce n'est pas et ce ne peut pas être uniquement les œuvres. On va dire les civilisations, c'est les cathédrales gothiques. On va dire la civilisation européenne, c'est Bach, Mozart, Goethe, et ainsi de suite. Pour lui, ça, c'est quelque chose qui, bon, est sans doute inévitable. On voit les œuvres d'abord dans une culture, et le degré de civilisation de cette culture se marque à la qualité, à la quantité des œuvres que la culture fournit à la civilisation. Exemple, la contribution française ou allemande. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Oui, bien sûr que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, parce que c'est à la fois ce qu'il y a de plus accessible et ce qui se diffuse le plus. Mais c'est pas suffisant pour lui, ça c'est intéressant. Non, c'est pas du tout suffisant pour lui, parce que pour lui, ce qui compte, c'est ce que ces œuvres vont donner à une culture donnée, à une culture particulière, chaque fois particulière, pour intégrer et approfondir en elle-même, donc, cet ancrage dans le réflexe civilisé, c'est-à-dire ne pas être barbare. Et donc, c'est évident que on ne peut, c'est sa conclusion, en fait, pour la première partie de son livre, on ne peut juger que la barbarie. C'est-à-dire que quand vous voyez de la barbarie chez votre interlocuteur, vous dites, ça c'est pas civilisé. Mais vous ne pouvez pas dire, cette culture est barbare ou cette culture est uniquement de la barbarie, car toutes les cultures, évidemment, sont... Vous savez, ce qui a produit le nazisme, c'est une réflexion qu'on fait toujours, c'est Bach, Mozart, Schubert, c'est-à-dire c'est la culture allemande. Personne ne va dire Schubert est la raison du nazisme, ce serait une aberration. Mais on ne peut pas s'enlever de la tête que c'est une culture particulière qui a néanmoins accepté ce glissement vers la barbarie, qui a donc en quelque sorte régressé à un état terrible. Et cette distinction donc trouve dans ce genre d'exemple une sorte de légitimité. Donc, conclusion de la première partie, on ne peut pas juger la barbarie. En fait, on ne peut juger que la barbarie et jamais les cultures. Jamais les cultures. Maintenant, il y a combien de parties comme ça? Il y en a 3-4. Mais il y en a une qui m'intéresse moins, c'est celle qui concerne l'identité européenne. En fait, quand on arrive à la partie suivante, sur les identités collectives, son questionnement devient évidemment tout à fait logique. Il se demande si on ne peut pas juger les cultures, on doit donc accepter, compte tenu de leur évolution, de leur transformation historique, etc., qu'elles sont toujours mélangées en transformation, hein, c'est-à-dire métissées au sens où vous l'avez dit il y a juste un instant. L'essentialisme pour une culture, c'est l'illusion la pire. L'illusion la pire, c'est de dire que, par exemple, l'Occident, c'est la liberté, ou l'islam, c'est la soumission et la domination, ou le judaïsme, c'est la loi, et ainsi de suite. Non, ces choses-là, il faut s'abstenir absolument de les faire, et il montre, par exemple, il y a un passage absolument délicieux de son livre sur un missionnaire dominicain qui accompagnait les conquérants espagnols, le dominicain Diego Duran, qui se disait, il faut que je leur passe le christianisme. Et il était très très certain, en quelque sorte, de la vérité du christianisme et de la domination de la culture européenne de l'époque. Et
pour le faire, il va falloir étudier la culture de l'autre, étudier la culture de ces Autochtones et de ces Amérindiens. En l'étudiant, il va s'apercevoir, comme le grand Las Casas l'avait fait aussi, que les Amérindiens ont une culture, entre guillemets, aussi parfaite dans sa cohérence, dans sa rigueur, dans sa légitimité, que la culture européenne, et qu'elle n'a pas, par ailleurs, le réflexe meurtrier et conquérant que les Espagnols manifestent à l'époque. Las Casas et Diego Durán sont des icônes, comme vous savez, de l'autochtonie amérindienne. Pourquoi? Parce que ce sont des héros qui ont mis en quelque sorte en position instable le point de vue du conquérant. Alors ça, c'est assez important, cette réflexion sur les identités comme étant toujours en transformation, toujours en quelque sorte mobilisé vers la différence, et c'est important. Et c'est ça qui l'amène à une critique très très sévère, mais vraiment très bienvenue, de la guerre des mondes. C'est-à-dire de l'idée dans laquelle l'Europe et l'Amérique sont en train de s'installer suite au livre très influent. Il faut le reconnaître, hein, c'est un livre influent. D'ailleurs, je le reconnais moi-même parce que je vois que ce livre, le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, intervient dans, je dirais, 7/8 des livres qui s'intéressent aujourd'hui aux questions de culture et de mondialisation. On en parlait il y a quelques semaines. On en parlait il y a quelques semaines. Il est partout, ce livre. Sauf que Todorov pense... Donc, lui critique cette thèse de Huntington. Ah, complètement. Pour lui, les explications culturelles ou religieuses des conflits sont toujours suspectes. C'est-à-dire, elles servent l'intérêt de ceux qui les promeuvent. Ces théories servent des intérêts toujours donc particuliers parce qu'elles ont recours à des stéréotypes du genre orientaliste, l'islam est inférieur, les gens qui sont islamiques ont pas de raison, ils sont irrationnels par essence, et ainsi de suite. Alors que, dit Todorov, et le chapitre de son livre qui est consacré à ça est remarquable parce qu'il repasse presque tous les exemples récents, il nous montre que ce qui serait important, au contraire, c'est d'analyser comment nous avons placé nous-mêmes ces interlocuteurs qui sont nos frères dans une situation de ressentiment. Nous passons notre temps à les humilier. Alors, par exemple, la crise des caricatures. Hein, vous vous rappelez les caricatures du prophète Mahomet, le journal danois. Eh bien, Todorov représente une voix tout à fait unique dans ce débat-là, puisqu'il nous dit que c'était pas judicieux de les publier. Il pense même que les gens qui invoquent la liberté d'expression pour défendre la publication des caricatures se placent explicitement dans une situation de provocation et condamnent les autres en disant « Ah, vous n'êtes pas pour ça, donc vous êtes dans une position de censure ». Pour lui, non mais c'est vrai, on est tous prisonniers. Vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit. Oui, exactement. Ce qui nous renvoie encore à la critique et au jugement. Et qui nous renvoie à la critique. Alors moi, je vous invite à lire très sérieusement ce chapitre-là, en particulier non seulement la partie sur les caricatures, mais la partie sur Theo Van Gogh et Ihsan Ali. Vous savez, cette jeune Somalienne qui vit maintenant en exil aux États-Unis et qui a dénoncé la soumission des femmes en islam. Bon. Todorov prend une distance un peu surprenante. Moi, j'ai tendance à la soutenir, Ali. Todorov dit, soyons prudents, c'est jamais en utilisant des options qu'on pourrait appeler frontales, c'est-à-dire des options de confrontation, qu'on va obtenir un résultat éclairé dans une situation où nous devons évoluer ensemble. Je ne sais pas très bien quoi penser de ça, faut que je sois franc, mais je tiens à dire sa position. Sa position, c'est que Ihsan Ali et même Theo Van Gogh et d'autres, et les caricatures danoises, c'est trop frontal. Il l'écrit, la stigmatisation n'est jamais une bonne pédagogie. Bon. Nous appartenons de l'autre côté. Nous sommes du côté de Charlie Hebdo, Libération. Nous aurions sans doute publié les caricatures. Je vous demande pas ce que vous pensez, mais sans doute est-ce que moi je les aurais publiées. J'ai écrit d'ailleurs sur ça et j'étais plutôt en soutien. Quand j'entends Todorov, qui est quelqu'un que je respecte, dire je suis pas toujours partisan de ce qu'il appelle righteous indignation, c'est-à-dire l'indignation vertueuse, l'indignation bien pensante. Sincèrement, il me donne à réfléchir. Dit autrement, il m'incite à la précaution. Est-ce qu'on est, oui ou non, dans une situation de dialogue avec une culture qu'il est tout dans notre intérêt de traiter de barbare, d'accord? Et quand nous publions ces caricatures et que nous provoquons la barbarie, c'est-à-dire les incendies de l'ambassade du Danemark et des choses comme ça, eh bien, nous disons, voilà ce qu'ils sont, ils le montrent, ils viennent de nous le démontrer. Mais nous nous sommes mis dans une situation où nous les avons en quelque sorte conduits à faire ça. Alors, ce très beau livre, donc, a
a une mission, il est inspiré, je dirais, par l'idée d'une tâche spécifique pour la culture européenne, à savoir de profiter de son identité plurielle, qui est réelle aujourd'hui. Parce que l'Europe, vous savez, se modifie beaucoup. Chaque jour, les capitales se modifient par la pluralité pour lutter contre l'intolérance. Il y a des conséquences politiques immédiates. Todorov pense, par exemple, c'est un message peut-être pour ses amis américains, que les troupes en Irak et en Afghanistan, ça nous concerne Canadiens, devraient absolument être retirées, que les prisons illégales et les camps de torture, évidemment, devraient être fermés, et que un État palestinien qui est le détonateur de toutes ces crises-là, un État palestinien viable, que si Obama peut faire quelque chose, tant mieux. Enfin, dernière recommandation qui nous ramène au début de votre propos, promouvoir une culture de pluralité et d'ouverture. C'est-à-dire promouvoir pas une culture moraliste adressée aux autres, pas une culture des sapins de Noël qu'il faut à tout prix, vous comprenez, préserver. Bien sûr qu'on va les préserver, les sapins de Noël, mais on va les préserver d'autant plus, d'accord, qu'on stigmatise pas l'autre. Et de ce point de vue-là, je crois que Todorov contribue à ce qu'on pourrait appeler une véritable éducation à la civilisation. C'est un livre vraiment important. Et puis je tiens à dire une chose, c'est qu'il est écrit avec une clarté exemplaire. Donc c'est un très très bel essai. La peur des barbares de Tzvetan Todorov chez Robert Laffont. Merci Georges Leroux, philosophe, pour ce très beau compte rendu. Merci à vous.